Merci beaucoup. La prospective est ancienne en Côte d'Ivoire, même si elle est ignorée des Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire fait partie quand même de l'un des rares pays africains qui a sa 4e étude nationale prospective. La Côte d'Ivoire a réalisé sa première étude prospective en 73-74. Au moment où, après la naissance de la prospective, après la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis et à la veille des indépendances africaines en France, dans les années 70, nous avons commencé à observer une internationalisation de la prospective. Et c'est à partir de ce moment-là que la Côte d'Ivoire a eu l'avantage de découvrir la prospective et de réaliser sa première étude nationale prospective, intitulée Côte d'Ivoire 2000. Donc déjà en 73-74, le président de la République, le président Félix Houphouët-Boigny, voulait véritablement voir explorer l'avenir de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2000. C'est-à-dire, dans 25 ans, quelles étaient les images possibles, quels étaient les futurs possibles de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est cette étude-là qui a été réalisée en 1973 par les cadres nationaux, mais avec l'appui de 2 experts internationaux, en la personne de Herman Kahn et de Pierre Piganiol. Donc, cette étude prospective, Côte d'Ivoire 2000, a servi de base au plan quinquennal 1976-1980 et 1981-1985. 10 ans plus tard, en 83-84, 1983-84, il y a eu la 2e étude nationale prospective. Cette fois-ci à l'horizon 2010. Donc, pour dire clairement que la prospective, il s'agit de voir loin. Il s'agit de penser le futur lointain. Mais ce futur lointain-là doit venir éclairer la prise de décision d'aujourd'hui. Donc, il y a un lien entre le futur et le présent. Il y a un lien entre, évidemment, le long terme et le court terme. Le long terme se met au service du court terme. L'anticipation se met au service de l'action lorsque nous parlons de la prospective. Et au niveau de cette 2e étude prospective Côte d'Ivoire 2000 qui s'est réalisée en 1983-84, c'est vrai que cette étude n'a pas eu l'avantage, puisque nous étions en période de crise, les programmes d'ajustement structurel, cette étude n'a pas eu l'avantage d'être mise en œuvre à travers un plan en tant que tel. C'est vrai qu'il y a eu un plan, mais le plan n'a pas pu être appliqué. Et 10 ans plus tard, en 93-95, il y a eu la 3e étude nationale prospective, Côte d'Ivoire 2025. Côte d'Ivoire 2025. C'est pratiquement l'étude nationale prospective, quand bien même elle n'a pas été suffisamment vulgarisée, mais c'est une étude dont l'un des résultats a évidemment donné de la visibilité même à l'étude. Parce que dans cette étude, il y avait un scénario intitulé Le suicide du scorpion qui annonçait la survenue d'un coup d'État, qui annonçait la possible survenue d'un coup d'État si un certain nombre de tendances, évidemment, perduraient. Si un certain nombre de tendances se poursuivaient, si la presse était partisane, si la gouvernance économique n'était pas assez bonne, s'il y avait des dérives religieuses, si l'armée n'était pas républicaine, évidemment un coup d'État était possible en Côte d'Ivoire. Et 4 années plus tard, c'est-à-dire en 1999, il y a eu le premier coup d'État militaire que la Côte d'Ivoire connaît. Pour dire que, évidemment, la prospective, quand bien même elle s'inscrit dans le long terme, mais son approche systémique, son approche globale, qui intègre les ruptures, permet évidemment de pouvoir éclairer la prise de décision. La prospective est un outil d'aide à la prise de décision. Malheureusement, les gouvernants, évidemment, ne tirent pas leçon, évidemment, de cela. Et je crois que dans le cas de la Côte d'Ivoire, l'expérience de Côte d'Ivoire 2025 a servi d'expérience et donne de la crédibilité aux études nationales prospectives, notamment la 4e étude nationale prospective qui vient de s'achever en 2015. Donc la Côte d'Ivoire a une longue tradition de réflexion prospective.
Après cela, évidemment, cette tradition prospective qui a commencé au niveau de l'État, évidemment, s'est transposée dans les universités. Donc, il y a des structures universitaires qui ont commencé à enseigner la prospective. L'ISAD a enseigné la prospective, et la grande école HEC a enseigné la prospective, le département de géographie de l'université Félix Houphouët-Boigny a enseigné la prospective, et c'est là que nous avons eu la chance de soutenir nos thèses. Donc, sous la direction du professeur Koubi Assa Théophile, qui a participé à l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2025, qui était le secrétaire permanent de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2025, qui a profité de l'expérience évidemment des futurs africains. Nous avons eu la chance évidemment d'apprendre la prospective à ses côtés, avec l'école française de prospective, les méthodologies, les outils de l'école française de prospective, ce qui nous a permis de soutenir notre thèse. Et aujourd'hui, nous essayons quand même de diffuser à notre niveau la prospective en enseignant à l'université Alassane Ouattara, en initiant cela aussi au niveau de l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa, pour dire que petit à petit, évidemment, la prospective commence quand même à gagner de l'intérêt auprès des universitaires et auprès aussi de l'État de Côte d'Ivoire. Mais la population gagnerait, et comme Souleymane Bachi l'a dit, lorsque vous écoutez Souleymane Bachi, qui est l'un de ces intellectuels africains que j'ai lu lorsque je faisais ma thèse, Souleymane Bachi, parce qu'il a un regard aussi profond sur la prospective. J'ai beaucoup apprécié ses travaux sur la prospective, et je prends plaisir à l'écouter, je prends plaisir à lire ses travaux sur la prospective. Il dit clairement que, évidemment, l'Afrique gagnerait à s'approprier la prospective. Il le dit sous une autre angle, mais l'idée c'est cela. L'Afrique gagnerait à s'approprier la prospective. Je pense que l'expérience de Côte d'Ivoire, à travers l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2025, on montre clairement que si vous ne faites pas de la prospective, évidemment, vous serez amené à gérer les urgences. Vous serez sous le dictat des urgences, et c'est ce que la Côte d'Ivoire a fait en 1999. Et depuis là, nous subissons encore les contre-coups de cette crise-là. Donc, il est important que véritablement, on puisse avoir une culture de l'anticipation en réfléchissant sur le long terme et en mettant ce long terme-là au service du court terme. Ça permet d'avoir un cadre cohérent, un cadre global, évidemment, de développement pour ne pas avoir à subir les vouloirs personnels incontournables. Je dirais oui ou non. Oui, parce que la Côte d'Ivoire met toujours l'anticipation au service de la planification stratégique. Je disais qu'il y a un souci permanent en Côte d'Ivoire de mettre les résultats, les conclusions des réflexions prospectives au service de la planification stratégique. L'expérience de Côte d'Ivoire 2000, qui a inspiré l'étude nationale le plan quinquennal 76-80, le montre clairement. Côte d'Ivoire 2025, même si cela n'a pas pu déboucher sur un plan, mais l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2025 a inspiré le programme présidentiel, les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, que pratiquement tous les Ivoiriens connaissent. C'est parti de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2025. Aujourd'hui encore, l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 qui vient de s'achever a servi de base à la réalisation, à l'élaboration du plan national de développement 2016-2020. Donc il y a un souci permanent des gouvernants ivoiriens, des autorités ivoiriennes, évidemment de mettre les conclusions, les résultats des réflexions prospectives au service de la planification stratégique. Malheureusement, le mal de nos pays africains, c'est que, et ça l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 l'a souligné, on a dit que pour que la vision de la Côte d'Ivoire, qui s'énonce comme suit: Côte d'Ivoire, puissance industrielle,
unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde à l'horizon 2040 se concrétise, il faut évidemment prendre en compte les grandes orientations de la politique nationale. Il faut un Ivoirien nouveau et il faut surveiller les autres scénarios. Il ne faut pas prendre seulement que le scénario normatif, le scénario de référence qui intéresse le gouvernement. Parce que comme on veut être émergent, alors c'est le scénario de référence qu'on utilise. Mais l'avenir n'est pas l'exclusivité d'un scénario. L'avenir est un puzzle de scénarios. Et l'avenir n'est pas préécrit. L'avenir n'est pas prédéterminé. Et l'avenir ne naît pas du néant. C'est-à-dire que dans le présent, il y a des germes annonciateurs de ce que demain pourrait venir. Et il est important de le savoir. C'est la raison pour laquelle il est important que nos gouvernants, dans la mise en œuvre des décisions qui sont issues des études nationales prospectives, ne prennent pas en compte seulement que le scénario de référence, mais surveillent aussi les autres scénarios. Surveillent aussi les autres scénarios. C'est tout l'intérêt de la mise en place d'un mécanisme de veille. Et il faut veiller. Parce que si vous ne veillez pas sur les autres scénarios et que vous n'avez que votre regard figé sur les scénarios de référence que vous souhaitez pour votre émergence, mais lorsque les éléments, évidemment, ce qu'on appelle des germes de changement, des signaux faibles, des autres scénarios pessimistes vont commencer évidemment à émerger, vous ne pourrez pas véritablement savoir que ces scénarios-là, ces tendances, ces signaux faibles-là font partie du scénario pessimiste, du scénario catastrophe, et qu'il y a des mesures à prendre pour éviter, évidemment, éviter que ces scénarios se réalisent, pour pouvoir améliorer la trajectoire d'évolution, évidemment, du pays. Donc, je veux dire que, oui, prennent en compte les décisions en articulant la réflexion prospective à la planification stratégique, mais ça c'est sur la base du scénario de référence, du scénario optimiste qu'on a choisi. Mais comme dans le cas du Côte d'Ivoire 2025, le scénario pessimiste, le scénario catastrophe du suicide du scorpion n'a pas été pris en compte par les gouvernants. Donc quand le scénario catastrophe n'est pas pris en compte par les gouvernants, lorsque des tendances commencent à émerger, des faits porteurs d'avenir commencent à émerger qui sont issus de ces scénarios pessimistes, on n'a pas évidemment les armes, les arguments pour pouvoir contrecarrer cela. Donc nos gouvernants, évidemment, ont un souci permanent de la prospective. En réalisant une étude nationale prospective tous les 10 ans, pour orienter évidemment la prise de décision, mais j'ai bien envie de dire que les leçons apprises des études nationales prospectives antérieures montrent clairement que nos gouvernants, quelquefois, n'ont pas suffisamment fait attention aux autres scénarios et aux dispositions à prendre pour éviter la survenue, la réalisation, la concrétisation de ces scénarios pessimistes-là. C'est l'innovation majeure dans le cadre de cette étude nationale prospective, la dernière Côte d'Ivoire 2040. Il y a 3 scénarios qui sont identifiés. La Côte d'Ivoire qui connaît un déclin, la Côte d'Ivoire en marche, mais la Côte d'Ivoire aussi au pied d'argile. Donc, l'éléphant en marche, la Côte d'Ivoire en marche, c'est sur ce scénario que nous avons écrit la vision de la Côte d'Ivoire, puissance industrielle, unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. Mais il faut veiller aussi sur l'éléphant, évidemment, qui doit connaître un déclin. Il faut veiller aussi sur l'éléphant au pied d'argile. Parce que si vous ne veillez pas sur ces autres scénarios pessimistes, évidemment, lorsque des tendances vont commencer à émerger de ces scénarios, vous n'aurez pas suffisamment les indicateurs pour pouvoir évidemment contrecarrer ces scénarios-là et amener ces scénarios à revenir vers la trajectoire d'évolution que vous souhaitez pour votre pays. D'où l'intérêt de la veille stratégique. Et là, la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. La première édition qui a été réalisée en 2015 à Abidjan, l'une des principales résolutions, c'est la mise en place d'un centre international, d'un centre africain de veille, qu'on appelait centre régional de veille, mais à la deuxième édition, évidemment, on a souhaité maintenant que ce ne soit pas un centre régional, mais que ce soit un centre continental. Donc, lorsque vous écrivez les études prospectives, il faut veiller aussi sur les scénarios. Parce que si vous ne veillez pas sur les scénarios,
vous n'aurez rien fait, vous serez obligé de gérer encore les urgences. Dans le scénario l'éléphant au pied d'argile, le scénario au pied d'argile, l'éléphant au pied d'argile dit clairement que la Côte d'Ivoire continue d'occuper les premiers rôles, évidemment en matière agricole. Mais il y a des tendances lourdes qui empêchent la Côte d'Ivoire d'opérer les transformations évidemment essentielles. La question de l'armée. Si l'armée n'est pas républicaine, vous avez beau avoir évidemment vos taux de croissance à 2 chiffres, c'est peine perdue. L'histoire récente de la Côte d'Ivoire nous le montre à plus d'un titre. Si il y a une mauvaise répartition des fruits de la croissance, évidemment, vous serez sous le coup de la grogne sociale. L'histoire récente de la Côte d'Ivoire nous montre cela aussi à plus d'un titre. Lorsque des acteurs bien précis comme les jeunes et les femmes sont dans une position inférieure au niveau social, lorsque les jeunes n'ont pas d'emploi, évidemment, c'est une bombe à retardement. Donc, toutes ces tendances lourdes, on parle de tendances lourdes parce que dans le long terme, si vous faites une étude rétrospective, vous vous rendez compte que ce sont des tendances qui se renforcent au fil du temps. La pauvreté, même si aujourd'hui le taux de pauvreté a diminué un tout petit peu, mais la tendance elle est encore là, elle est encore forte. Et donc à ce titre-là, lorsque vous avez des tendances lourdes comme ça, qui crispent, qui évidemment empêchent d'opérer toutes les révolutions, toutes les transformations nécessaires, vous pouvez tendre vers l'émergence, mais votre émergence évidemment sera fragile. Votre émergence sera fragile. Tout à l'heure nous parlions de la gouvernance des aires protégées. Si vous devez détruire, évidemment, saccager toutes vos forêts pour être le premier producteur mondial, évidemment, de cacao, vous voyez très bien que votre émergence n'est pas une émergence durable. Votre émergence n'est pas durable. Parce qu'à terme, vous allez vous rendre compte que, évidemment, les changements climatiques, les contre-coups du changement climatique, évidemment, vont réduire tous les efforts qui ont été faits et vous risquez, évidemment, de repartir à la case de départ. Donc, il est important de surveiller et tous ces éléments ont été pris en compte dans l'étude d'emploi prospective Côte d'Ivoire 2040. Mais encore une fois, nous le disons, quand tout à l'heure nous avons répondu à la question par le non, c'est ça. Autant on met les décisions, les conclusions de la prospective au service de la planification stratégique, il faudrait aussi que nos gouvernants veillent sur les autres scénarios. Parce que ce sont ces autres scénarios catastrophes et pessimistes qui peuvent mettre à mal, évidemment, tous les efforts faits par nos gouvernants depuis quand même quelques années. L'horizon 2040 parce que Gaston Berger, qui est le père de l'école française de prospective, a émis des principes directeurs de la prospective. Le premier de ces principes-là, c'est de voir loin. Quand vous faites de la prospective, il faut voir loin. Et c'est ce qui différencie un peu la prospective de la prévision. La prévision voit demain comme la poursuite, évidemment des tendances d'hier. La prévision s'inscrit dans le court terme. La prévision ne prend pas en compte les ruptures. Mais la prospective, évidemment, s'inscrit dans le long terme. Faire la prospective, c'est une réflexion sur l'avenir lointain, destinée à éclairer l'action présente à la lumière des futurs possibles et souhaitables. Faire de la prospective, c'est penser le futur lointain et le mettre à la disposition des gouvernants afin d'éclairer leur prise de décision. Faire de la prospective, c'est voir loin, afin de se donner une certaine marge de manœuvre nécessaire à opérer toutes les ruptures qui sont nécessaires pour la réalisation de la vision que nous souhaitons. Parce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit démocratique, pour que la Côte d'Ivoire soit unie dans sa diversité culturelle, pour que la Côte d'Ivoire soit industrielle, pour que la Côte d'Ivoire, même si la Côte d'Ivoire a une tradition d'ouverture sur le monde, mais l'histoire récente de la Côte d'Ivoire nous a montré que, évidemment, nous pouvons être tentés quelquefois de nous renfermer, de créer un peu cette autarcie. Et donc, pour dire que, pour que cette vision se réalise, il y a des transformations qui sont nécessaires. Il y a des révolutions qui sont nécessaires. C'est en ce sens que nous avons parlé de l'Ivoirien nouveau.
Mais l'Ivoirien nouveau en lien avec le changement de mentalité. Or, tout ce qui est changement de mentalité s'inscrit dans le long terme. Ce n'est pas une histoire de 5 ans, 10 ans, ce n'est pas une histoire de 15 ans. C'est pratiquement à l'échelle d'une génération. Et donc, lorsqu'on fait une étude prospective, il faut l'inscrire dans le long terme pour se donner le temps nécessaire, la marge de manœuvre nécessaire pour opérer toutes les ruptures qui sont nécessaires à la réalisation de la vision. Et pour construire un nouveau type d'Ivoirien, il faut une génération. C'est la raison pour laquelle l'étude nationale prospective qui s'est achevée en 2015 se projette à l'horizon 2040, c'est-à-dire nous nous donnons 25 ans, une génération, pour opérer toutes les ruptures afin de pouvoir être une puissance industrielle qui est unie dans sa diversité culturelle, au-delà de ses particularismes, qui est démocratique, un état de droit, et aussi qui est ouvert sur le monde. La littérature, l'expérience nous montre clairement que les pays, certains pays d'Asie, qui dans les années 60-70 étaient au même niveau que nous, ou quelquefois même nous étions un peu plus avancés que ces pays, en l'espace d'une génération, ces pays-là ont opéré toutes les ruptures nécessaires. À la conférence internationale sur l'émergence, il y a eu le cas du Rwanda, qui en 1994 a connu le génocide, mais aujourd'hui, le Rwanda fait partie évidemment de ces pays-là qui sont bien positionnés pour faire partie des prochains pays émergents. Ils ont tout juste besoin, évidemment, de 20 ans, 25 ans. En l'espace d'une génération, la volonté affichée nécessaire, on peut opérer toutes les ruptures qui s'imposent. Et c'est le cas, c'est le pari que nous faisons sur l'avenir. Lorsque vous faites une étude prospective, c'est un pari sur l'avenir que vous faites. Et c'est ce que nous essayons de faire. Dans le cas de Côte d'Ivoire 2040, nous disons que dans 25 ans, la Côte d'Ivoire peut être une puissance industrielle. La Côte d'Ivoire peut être unie dans sa diversité. La Côte d'Ivoire peut être démocratique. La Côte d'Ivoire peut être ouverte sur le monde. Il suffit tout simplement que les dispositions qui ont été prises, les orientations stratégiques, les axes, les actions soient suivies. Parce que quand vous faites une réflexion prospective et que cette anticipation n'est pas suivie d'action, c'est pratiquement comme une de Jouvenel pouvait le dire, c'est pratiquement une gesticulation. Bien, concernant l'agenda 2063 de l'Afrique, c'est vrai qu'il y a un débat sur cet agenda parce que d'aucuns disent que non, il y a beaucoup de failles méthodologiques, cela peut être vrai, cela peut être justifié, mais pour une fois, évidemment, nous sommes contents de voir quand même que l'Afrique essaye de prendre son destin en main en se donnant une vision suffisamment claire de son avenir. C'est déjà intéressant. Une vision claire de son avenir. À l'horizon 2063, évidemment, l'Union africaine voudrait être véritablement cette Afrique-là, prospère, pacifique, évidemment, et dont tous les citoyens profitent, dont tous les citoyens, évidemment, sont maîtres du destin du continent africain. Et cela montre clairement que l'Afrique, à l'horizon dans 50 ans, se projette et voudrait véritablement être une Afrique prospère. Et ça, c'est de bonne guerre. C'est intéressant. C'est une expérience, c'est une tentative qui est encouragée. Cette étude prospective, cet agenda 2063, répond au désir de vouloir inscrire le développement de l'Afrique dans un cadre global et cohérent. De telle sorte que les communautés économiques et régionales, les CER, évidemment, s'inspirent aussi de ce cadre, de cette vision globale-là, afin de pouvoir réaliser aussi leurs études nationales prospectives. Pour que ce soit cohérent, l'agenda 2063, évidemment, cette vision-là, il faudra aussi que les communautés économiques et régionales s'inspirent de cette vision-là pour pouvoir réaliser leurs études prospectives et aussi que les États aussi puissent réaliser leurs études prospectives aussi sur la base des visions qui sont élaborées dans le cadre des CER. Donc, nous encourageons, c'est vrai, comme je le disais, il y a un débat sur les questions méthodologiques qui ont entouré la réalisation de l'agenda 2063, mais c'est une étude qui est encouragée, c'est une expérience qui est encouragée, c'est une tentative qui est encouragée. Aujourd'hui, les Nations Unies ont leur agenda 2030, ce qu'on appelle les ODD 2030, Objectifs pour le développement durable 2030. L'Union africaine, évidemment, pour ne pas avoir toujours à gérer les urgences, voudrait quand même se donner un cadre global cohérent pour réfléchir sur son avenir à travers l'agenda 2063.
Les États africains aussi, personnellement, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et bien d'autres aussi, ont des plans ou des études prospectives aussi pour se projeter aussi dans le moyen et long terme. Je pense que ce sont des expériences à encourager. Sur ce point, nous encourageons, nous sommes contents de l'étude que l'Union africaine a réalisée et nous encourageons aussi les CEIA, les communautés économiques régionales, à penser aussi l'avenir, évidemment, de ces espaces sous-régionaux-là. Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce que les plans d'émergence sont bâtis à partir d'études nationales prospectives? Il y a une diversité méthodologique au niveau des plans, des différents plans d'émergence que nous avons sur le continent africain. Il y a des plans d'émergence qui s'inscrivent pratiquement dans le court terme. Nous avons le cas de la Côte d'Ivoire. Ce sont certains pays qu'on appelle des pays qui sont qualifiés de pressés. Leur plan d'émergence, c'est pratiquement à l'horizon 2020. Il y a des pays qui sont qualifiés un peu de prudents, dont l'horizon va un peu plus loin. L'horizon 2030, l'horizon 2035 et bien d'autres. Nous avons le plan Sénégal émergent, je crois qu'il est à l'horizon 2035, le plan Sénégal émergent. C'est cela, le plan Sénégal émergent qui est à l'horizon 2035. Donc il y a certains pays qui sont prudents, qui estiment que l'émergence, évidemment, s'inscrit dans le moyen et long terme. Donc, ils se donnent le temps pour pouvoir opérer toutes les ruptures nécessaires pour pouvoir, évidemment, atteindre leur émergence. Il y a des pays, évidemment, qui réalisent une étude prospective, qui s'inscrit dans le cadre lointain, mais, évidemment, les tronçons leur permettent de pouvoir réaliser cela. C'est l'expérience de la Côte d'Ivoire. Il y a une étude prospective qui est réalisée, Côte d'Ivoire 2040, et maintenant, le plan national de développement, qui est un peu comme les anciens plans quinquennaux que nous avons faits. Évidemment, tous les 5 ans, nous réalisons un plan national de développement. C'est cela. Donc, nous avons le plan national de développement 2016-2020, avec l'ambition du président de la République, évidemment, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. C'est vrai qu'il y a un débat, on peut être émergent, on peut ne pas l'être, mais ce qui est encourageant quand même, c'est la vision. C'est cela. La vision est mobilisatrice. C'est cela, parce que quand aujourd'hui, lorsque vous échangez avec les Ivoiriens, ils sont nombreux, ces Ivoiriens-là, qui souhaiteraient voir la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Donc, nous sommes pratiquement tous tentés de prendre notre place dans ce train de l'émergence afin de voir l'horizon, à l'horizon 2020, comment est-ce que la Côte d'Ivoire sera? Est-ce que la Côte d'Ivoire sera véritablement un pays émergent? Donc, il y a des pays qui bâtissent leur plan d'émergence sur la base d'une étude nationale prospective, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a des pays qui bâtissent leur plan d'émergence sans réaliser d'études nationales prospectives, soit dans le court terme ou dans le moyen et long terme. C'est le cas du Sénégal, c'est le cas évidemment du Maroc. Le Maroc aussi a écrit aussi des plans aussi d'émergence, mais aussi vraiment dans le moyen terme. Et puis, nous avons aussi le cas du Gabon. Le Gabon aussi qui a réalisé aussi un plan d'émergence aussi, le plan Gabon émergent, qui est à l'horizon moyen et long terme. Donc, pour dire qu'il y a des efforts qui sont faits, mais il y a des différences méthodologiques. Certains pays basent la réalisation de leur plan d'émergence sur la base de l'étude nationale prospective. Et c'est ce que nous conseillons. Parce que l'avantage de l'étude nationale prospective, elle est globale. Elle est globale. Généralement, si vous voyez les plans d'émergence, c'est le mythe des finances. On met l'accent seulement que sur le secteur économique, sur le secteur des infrastructures, des équipements. Les aspects sociaux et autres sont pratiquement abandonnés, relégués au second plan. Or, l'histoire récente de nos pays montre clairement que quand vous avez des chiffres, des taux de croissance économique assez élevés et que l'aspect social, évidemment, n'a pas été suffisamment pris en compte, mais il suffit seulement de la première crise pour que, évidemment, tous les efforts qui ont été engrangés sur ces différentes années, évidemment vous perdiez tous ces acquis. Donc, l'intérêt de la dimension prospective, de l'approche prospective, c'est qu'elle est globale. Elle prend en compte aussi bien l'aspect économique, l'aspect technologique, l'aspect environnemental, l'aspect social, l'aspect culturel, l'aspect politique. Et au sortir de cela, évidemment, si vous appliquez véritablement les décisions qui ressortent de l'étude nationale prospective, si elles sont bien mises en œuvre, vous avez des chances de ne pas avoir une émergence fragile, mais plutôt une émergence durable.
L'émergence, il y a quand même des caractères fondamentaux qui ressortent de l'émergence. L'émergence s'inscrit dans le long terme. L'émergence s'inscrit dans le long terme. Parce que lorsqu'on parle d'émergence, ce qui suppose évidemment que des transformations, des révolutions doivent être faites, mais poursuivies dans le temps. Il ne faudrait pas que ce soit conjoncturel. Il ne faudrait pas évidemment que les taux de croissance soient conjoncturels, mais que les taux de croissance élevés se poursuivent dans le temps. Sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, c'est à partir de ce moment qu'on peut parler véritablement d'émergence. Ça, c'est un premier aspect. Parler d'émergence suppose aussi un changement de mentalité. Quand on parle d'émergence, il faut un changement de mentalité. Pratiquement tous les pays qui ont été émergents, ce sont des pays où il y a eu un changement de mentalité au niveau de la population et aussi au niveau des gouvernants. C'est cela. Le changement de mentalité, aujourd'hui, l'Ivoirien nouveau que nous prenons, l'Ivoirien nouveau ne s'applique pas seulement aux populations, à la base de la population, mais l'Ivoirien nouveau s'applique aussi aux gouvernants, aux autorités. Or, tout ce qui est changement de mentalité, comme je l'ai dit, s'inscrit dans le long terme. C'est cela. Et donc, parler d'émergence, pour être objectif, parler d'émergence suppose s'inscrit dans le moyen et dans le long terme, afin d'avoir le temps nécessaire, je le redis encore, pour opérer toutes les transformations, toutes les révolutions, tous les changements de mentalité qui sont nécessaires à l'atteinte, évidemment, des objectifs d'émergence que nous nous fixons. Pour cela, si vous avez une armée qui n'est pas républicaine, pour que l'armée soit républicaine, ce n'est pas en une année, 2 années que l'armée devient républicaine. Il faut éduquer cette armée. Ça, c'est sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pratiquement à l'échelle d'une génération. Parce que cette armée qui est là, évidemment, il faut préparer une autre armée qui va prendre la relève, et c'est pratiquement à l'échelle d'une génération. Lorsque vous avez un système éducatif qui est totalement anéanti, constamment fait de violences, de grèves et autres, évidemment, cette génération-là, autant il faut réformer cette génération qui est là, mais il faut préparer aussi les générations à venir. Lorsque vous avez une population qui n'est pas éco-citoyenne, qui n'a pas de comportement éco-citoyen, mais ce n'est pas seulement au niveau de la sensibilisation, mais il y a une éducation environnementale qui est à faire. C'est-à-dire que c'est dès le primaire qu'il faut faire l'éducation environnementale. C'est pratiquement à l'échelle d'une génération. Donc, lorsque vous prenez en compte tous ces aspects, vous voyez clairement que lorsqu'on veut parler d'émergence, il faut s'inscrire dans le long terme. Et la période, l'horizon approprié, c'est vraiment l'horizon 15 ans, 20, 25 ans et plus. La prospective, c'est l'anticipation au service de l'action. La prospective, c'est une attitude de l'esprit. La prospective, c'est se préparer au changement et provoquer les changements souhaités. La prospective, c'est penser le futur lointain pour soi-même, pour sa localité, sa région, son pays, et même aussi à une échelle supranationale. Les pays du Nord ont compris l'importance de la prospective. Si vous regardez dans la littérature, depuis bien longtemps, la prospective a commencé en France, aux États-Unis et dans les autres pays. Aux États-Unis, c'est au sorti de la Deuxième Guerre mondiale que les autorités nationales ont pris le pari, évidemment, de marquer leur hégémonie sur le monde, et ils sont partis de la prospective en se projetant dans le long terme. La France a suivi, parce que les deux pôles, il y a eu la naissance de la prospective pratiquement au même moment. La France aussi, avec Gaston Berger, à la veille des années 1960, s'est engagée aussi nettement dans la prospective. La prospective s'est internationalisée dans les années 70. Les pays africains ont commencé à s'intéresser à la prospective. La Côte d'Ivoire. Et en 1992, avec le PNUD, il y a eu ce qu'on appelle le projet Futur africain, qui était piloté par le docteur Alioune Sall, qui est aujourd'hui le président, le directeur de l'Institut Futur africain basé en Afrique du Sud. Et c'est à l'occasion que nous, notre directeur de thèse, le professeur Kobi Assa, a eu à participer, renforcer ses capacités et enseigner la prospective dans les universités, notamment au département de géographie de l'université Félix Houphouët-Boigny. Les aînés ont fait leur part.
tous ces aînés qui ont participé au développement de la prospective. Dans le cas du projet à futur africain, nous savons clairement, notre désir ce n'est pas de les faire sortir, mais nous savons que dans 10 ans, ils seront pratiquement plus opérationnels pour pouvoir continuer évidemment leur militantisme pour la prospective, ce qu'ils font depuis quand même quelques années. C'est nous, au niveau de cette nouvelle génération-là, de pouvoir faire en sorte que la prospective. Nous, pour ce qui me concerne personnellement, mon désir, c'est de favoriser le développement de la prospective d'abord en Côte d'Ivoire. Que la prospective soit suffisamment diffusée et que nos gouvernants aient davantage une culture de l'anticipation. Parce que lorsque nous avons une culture de l'anticipation, nous ne vivons pas sous le dictat des urgences. Nous nous mettons à l'abri quand même de la gestion des urgences. Or, comme Talleyrand le disait, quand c'est urgent, c'est trop tard. Il faut éviter de gérer les urgences. Lorsque vous avez une culture de l'anticipation, évidemment, vous veillez. Vous veillez. Bertrand de Jouvenel disait que le futur est caché à celui qui refuse de voir le présent. Le futur est caché à celui qui refuse de voir le présent. Parce que dans le présent, il y a des signes annonciateurs de ce que demain sera. Il faut tout simplement regarder, observer. Et si vous observez véritablement, vous allez voir réellement. Nous sommes à même de voir, il y a des signes annonciateurs de ce que la Côte d'Ivoire pourrait être en 2020. Il suffit tout simplement d'observer cela. Mais ça, c'est la culture de l'anticipation qui vous permet de pouvoir véritablement identifier ce qu'on appelle les signaux faibles, les germes de changement, les faits porteurs d'avenir. Ce sont des éléments qui sont importants. Lorsque vous voulez travailler sur l'avenir, ce sont des éléments qui sont essentiels. Vous devez veiller à cela parce que les tendances lourdes sont connues. On n'a pas besoin d'être un spécialiste pour voir les tendances lourdes, pour voir le phénomène d'urbanisation. En Côte d'Ivoire, en Afrique, on n'a pas besoin d'être un spécialiste. On se rend compte que nos cités s'urbanisent de plus en plus. Mais les faits porteurs d'avenir, il faut véritablement faire attention pour pouvoir détecter les signaux faibles, détecter les faits porteurs d'avenir. Et nous voulons, à notre manière, participer au développement de cette culture de l'anticipation, à la promotion de cette culture de l'anticipation au niveau de la Côte d'Ivoire, en participant à l'enseignement de la prospective dans les universités publiques et dans les écoles. Heureusement, le ministère de l'Enseignement supérieur et les départements de géographie des universités publiques de Côte d'Ivoire tout récemment ont souhaité inscrire la prospective dans leur maquette de formation. Bon, ça c'est déjà intéressant. Nous sommes aussi en train de participer à la mise en place des réseaux de prospective, de clubs de prospective dans les universités publiques de Côte d'Ivoire. Nous l'avons au niveau de l'université Alassane Ouattara, nous avons aussi au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny, l'université Jean-Laurent Guédé va arriver, l'université Pédéforo Gon-Coulibaly va arriver, et à terme, lorsque nous aurons fait cela, la Côte d'Ivoire quand même est l'un des pays pionniers en matière de prospective en Afrique. Et donc, nous voulons affirmer, nous n'avons pas dit de leadership, mais nous voulons affirmer quand même la place importante que représente la Côte d'Ivoire en matière de prospective en Afrique. Et donc, nous comptons avec le soutien de certains de nos aînés que nous allons peut-être contacter les mois à venir, je ne dirai pas des noms ici, mais à la mise en place, évidemment, d'un réseau de praticiens de la prospective au niveau de l'Afrique de l'Ouest et partant de tout le continent africain. C'est important. C'est important. Il ne faudrait pas qu'on travaille de façon disparate. Il faudrait qu'on se retrouve de temps en temps pour voir un peu les bonnes pratiques en matière de prospective. Il y a des pays qui commencent. Les pays qui sont les plus avancés doivent pouvoir les aider. Les pays qui sont même les plus avancés aussi doivent pouvoir aussi se renforcer parce que la prospective, évidemment, avance, évolue. Et donc, nous avons besoin quand même de nous retrouver de temps en temps pour pouvoir, évidemment, partager les bonnes pratiques, les expériences et profiter, évidemment, de nos aînés qui ont longuement, énormément donné à la prospective sur le continent africain. Il y a des efforts qui sont faits sur le continent africain. En Afrique du Sud, il y a un nœud de prospectivistes, je crois Future for Development en Afrique du Sud. C'est un élément important. Nous recevons des newsletters de ce réseau-là. Nous participons, membres de ce réseau-là, pour dire qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Cet effort aussi doit être fait. Dans les autres parties du continent africain, cet effort doit être fait de telle sorte qu'ensemble, évidemment, toutes les grandes parties du continent se retrouvent
pour pouvoir mettre en place ce réseau de praticiens de la prospective de tout le continent africain. Je crois que la prospective sur le continent quand même a de beaux jours. Moi je crois, j'ai foi en la prospective. J'ai découvert la prospective et j'ai bien envie de dire que comme le professeur Bachi et aussi Alioum Sa, le professeur Koubi Assa et bien d'autres, moi je veux véritablement être un militant de la prospective. C'est cela, parce que la prospective c'est une attitude de l'esprit. C'est une attitude de l'esprit. Ce n'est pas seulement qu'une discipline. C'est cela. Chacun de nous, évidemment, fait de la prospective sans le savoir. Lorsque vous mettez votre enfant au monde et que vous avez une vision suffisamment claire de l'avenir de votre enfant, vous voulez que votre enfant soit ceci, votre enfant soit cela, c'est une vision. Lorsque vous avez cette vision pour l'avenir, cette anticipation, ce rêve que vous avez là, il faut véritablement revenir maintenant dans le présent pour pouvoir poser les actions afin de pouvoir atteindre cet objectif. C'est en ce moment-là que vous mettez en place une stratégie. Mais si vous ne faites pas, l'enfant que vous souhaitez être peut-être ingénieur, évidemment, il peut être aussi destiné aussi à un autre avenir s'il bifurque. Donc, il faut surveiller les autres scénarios. Parce que si vous ne surveillez pas les autres scénarios, de l'ingénieur, il peut passer à un délinquant. De l'ingénieur, il peut passer à autre chose. Donc, la prospective, chacun de nous fait un peu de la prospective sans le savoir. Ce sont les démarches. Évidemment, la démarche qu'il faut peut-être, la démarche prospective, il faut s'approprier véritablement la démarche prospective de telle sorte à ce que, évidemment, nous puissions mettre l'anticipation au service de l'action. Donc, moi, j'ai foi en l'avenir de la prospective. De plus en plus, la prospective connaît un intérêt croissant. En Côte d'Ivoire, la prospective est pratiquement institutionnalisée aujourd'hui avec la mise en place d'un bureau national de la prospective et de la veille stratégique. Ça montre clairement que certains pays, évidemment, comprennent l'intérêt de la prospective et l'expérience de ces pays-là, je crois, va contaminer les autres, de telle sorte que dans pratiquement tous les pays, il y a au sein d'un certain type de ministère, il y a quand même des directions chargées de la prospective pour penser l'avenir des pays, pour éclairer la prise de décision, pour promouvoir la culture de l'anticipation, de telle sorte que nos pays ne soient pas sous le court terme, sous le dictat de court terme, sous la gestion des urgences. C'est important. Merci beaucoup. Je crois que c'est un honneur pour nous d'être aujourd'hui nommé en tant que directeur de la prospective. Au moment où nous nous intéressions à la prospective, lorsque nous faisions nos recherches doctorales, d'aucuns pensaient que la prospective c'était quelque chose d'abstrait, qui n'était pas important, et donc il n'y avait pas d'intérêt à s'intéresser à la prospective. Mais nous avons toujours eu ce souci-là, de pouvoir faire quelque chose, d'être un pionnier, évidemment, dans tout ce que nous faisons. Nous avons toujours eu ce souci-là. Et donc, au moment où la prospective ne connaissait pas vraiment un intérêt de plus en plus important auprès des étudiants, nous avons souhaité faire de la prospective. Et notre nomination aujourd'hui au poste de directeur de la prospective montre clairement que le travail qui a été fait n'a pas été un travail vain. C'est cela. Notre maître s'est engagé, c'est un militant de la prospective, il ne fait que de la prospective, il ne pense que de la prospective, et aujourd'hui, ce travail-là, aujourd'hui, est en train d'être reconnu à travers notre nomination en tant que directeur de la prospective. Dans la prospective, il y a deux phases. Il y a la phase exploratoire qui est le domaine de l'anticipation, du domaine de la réflexion, c'est ce que nous, les chercheurs, nous faisons. Et puis il y a l'autre phase qui est la phase stratégique, qui est celle de la prise de décision. Et au niveau de la prise de décision, ce sont les gouvernants qui prennent la décision. Vous avez beau réfléchir, si les gouvernants, évidemment, ne prennent pas les décisions qui s'imposent, vos réflexions vont rester dans les tiroirs. C'est au regard de cette réalité-là, de cette vérité que nous avons voulu participer quand même à la tête des objectifs que nous nous sommes assignés. En travaillant au niveau de la prospective, nous voulons participer à la promotion scientifique de la prospective. Nous voulons encourager
promouvoir la culture de l'anticipation au niveau du gouvernement. Nous voulons diffuser davantage, vulgariser davantage les conclusions, les résultats des études nationales prospectives, pour que nous ne soyons plus sur le dictat des urgences, pour que nous ne soyons plus sur la gestion des urgences. Et en venant là, nous avons une opportunité immense de pouvoir participer à la prise de décision. En étant directeur de la prospective, même si nous n'avons pas tous les leviers de la décision, mais nous participons à notre humble niveau, évidemment, à la formulation des politiques publiques, à la prise de la décision. Et aujourd'hui, l'innovation majeure dans le cadre de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 par rapport aux autres études nationales prospectives qui ont été réalisées en Côte d'Ivoire, c'est la question de la vulgarisation de la diffusion. Cette étude, nous souhaitons qu'elle soit diffusée au maximum. Elle soit vulgarisée au maximum. Que toutes les couches de la société ivoirienne s'approprient les résultats de la prospective. Que tout le monde sache réellement ce que c'est que l'Ivoirien nouveau. Et quelles sont les révolutions, les transformations qui sont nécessaires. Et ça, de par notre position, nous avons la possibilité de contribuer un tant soit peu à la prise de ces décisions-là. Donc, nous, notre incursion dans l'administration, nous sommes toujours dans notre même lignée, c'est de participer quand même à la promotion de la prospective. C'est de montrer l'intérêt de la culture de l'anticipation à nos gouvernements. À travers, évidemment, les systèmes de veille, l'anticipation, c'est de montrer à nos gouvernements qu'il est important de ne pas subir, de ne pas vivre continuellement, évidemment, dans la gestion des urgences. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, il est important. L'histoire récente de nos pays nous a montré que les présidents, certains présidents ayant toujours refusé de participer à des gouvernements parce qu'ils pensaient qu'en venant dans ces gouvernements, ils se compromettraient. Lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils ont toutes les difficultés pour pouvoir gérer le pouvoir véritablement. Nous pensons que c'est vrai, nous sommes chercheurs. Nous n'avons pas toujours le même regard avec l'administrateur. Mais nous avons aussi notre place. La recherche scientifique a 3 fonctions. Il y a la fonction enseignement, il y a la fonction recherche, mais il y a la fonction aussi développement. La recherche doit être au service du développement. La recherche doit être au service de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et donc, lorsque vous faites votre recherche et que votre recherche ne participe pas au développement de votre société, il y a un problème. Nous, notre recherche que nous faisons avec la prospective, nous voulons que cette prospective-là participe au développement de la cité. Et c'est à travers, évidemment, ces petits gestes, la diffusion, l'enseignement de la prospective, déjà à nos étudiants de première année, pour leur dire que lorsque vous entrez à l'université, il faut que d'ores et déjà vous ayez une vision claire de votre avenir. Il y a des étudiants qui sont quelquefois à la veille, à l'entrée même du doctorat, vous leur posez la question, ils ne savent toujours pas ce qu'ils vont faire de leur avenir. Mais nous, notre objectif, dès la première année, nous voulons quand même inculquer à nos étudiants d'avoir véritablement une culture de l'anticipation et d'avoir une vision claire de l'avenir et de mettre en place des stratégies afin de pouvoir réaliser leur vision. De sorte que, au finish, même s'ils n'atteignent pas entièrement leur vision, leurs objectifs, mais qu'ils soient le plus proches possible, évidemment, de leur vision. Ça, c'est un élément important. Et nous, quand nous venons, évidemment, c'est de participer quand même au développement de la prospective à travers la diffusion, à travers la réalisation d'études, à travers la réalisation des recherches, à travers, évidemment, la promotion de la prospective auprès de nos gouvernants, auprès des décideurs, de telle sorte que dans notre administration, nous ayons davantage la culture de l'anticipation. Et donc, c'est une incursion qui a son sens. C'est une incursion qui a son sens. Nous venons là, non pour abandonner la recherche, parce que, évidemment, l'administration enrichit la recherche comme la recherche enrichit l'administration. Donc, ce sont deux pans, 2 piliers, évidemment, qui sont reliés, qui sont interdynamiques, et nous avons besoin véritablement de mettre les produits de notre recherche au service de la prospective, au service, évidemment, des décideurs. C'est ce que nous sommes en train de faire, mais l'expérience que
que nous avons aussi, que nous allons acquérir au niveau de l'administration, va permettre d'enrichir nos travaux, que nos travaux de recherche, nos enseignements auprès de nos étudiants, de telle sorte que véritablement, ils ne soient pas purement des théoriciens, mais ils allient théorie et pratique. Azizo fanyangi